Bonjour à tous, enfin bonsoir à tous, bienvenue à la soirée du Café Science du 21 janvier 2023. Cette conférence est possible grâce à nos nombreux partenaires qui sont notamment l'Université de Rennes 1, la CVEC, le Crous, l'association des élèves de l'ENSAT, le PIXI, qui nous prête la salle pour l'occasion, et la brasserie de Carampon qui nous fournit les boissons que vous pourrez déguster au cours de la soirée, bien sûr. Cette conférence est présentée par M. Michel Guilloux, qui est docteur en histoire de Paris-Sorbonne et anciennement ingénieur du CNET. Il est aussi chercheur associé à l'UMR, IRIS et CRHI, qui est le centre de recherche en histoire de l'innovation Paris-Sorbonne. Il est notamment auteur d'une thèse ayant pour titre « La France et les télécommunications par satellite des années 1960 aux années 1970, une ambition contrariée ». Et la conférence que vous allez voir ce soir est un extrait de cette thèse, notamment, qui a été écrite sous la direction du professeur Pascal Griset. Il a été notamment aussi lauréat en 2011 du 13e prix d'histoire technique, entreprise et société industrielle de l'Académie François Bourbon. Il est l'auteur de plusieurs publications sur le sujet et du livre, qui est aussi un extrait de sa thèse, La grande aventure du radeau Touplamar-Bedou, de l'ambition nationale à la dimension internationale, en auto-édition, publié en 2012. Il est aussi radio-amateur avec l'indicatif FCGBM, si vous voulez le retrouver. Sur ce, je vous souhaite une bonne conférence et je laisse la parole à Michel. Merci Alexis. Donc bonsoir à tous et puis merci de m'accueillir au Café des Sciences. Ça a été intéressant parce que ça m'a obligé à me remettre un peu dans ma thèse que j'ai passée en 2010 et j'ai trouvé plein de choses grâce à vous, donc il n'y a pas de souci. Donc je pourrais rajouter des pages dans ma thèse, parce que donc c'est qu'un petit extrait, puisque ça faisait 1700 pages ma thèse. Donc, et mon livre c'est un extrait aussi, c'est un tout petit extrait. Donc c'est pour vous dire, ça a été un gros travail que j'ai fait pendant 5 ans. J'étais à l'ENSAT pendant un moment, j'étais à l'époque, et je faisais ça sur mes congés, et puis mes week-ends, et tout ça. J'ai pu faire en 5 ans en thèse là-dessus. Donc moi je vais vous en parler, alors j'espère que ça va marcher, ça ne marche pas, si c'est bon. Alors une petite question, à votre avis c'est quoi le premier satellite de télécom? Early Bird. Early Bird, non. Pas de vol. C'est Sputnik. Comment? Sputnik. Non. Il y en a d'autres là? Hein? Il avait un signal radio Sputnik. Oui, il avait. C'était pas. Quand je parle de communication spatiale, c'est on envoie et on reçoit. D'accord? Allez, je vais vous donner votre langue au chat. C'est la Lune. J'ai dit satellite, hein, j'ai pas dit satellite naturel, passif. Voilà. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. La Lune, ça a servi, vous allez le voir, ça a servi à faire pas mal de choses. Donc, pour ça, il y a... Donc ça, c'est le petit truc. Alors, les télécommunications par satellite, ça va beaucoup s'inspirer. Le plus connu ici dans la région, c'est l'arrivée avec Telstar, la première liaison de télé et tout ça. On va voir d'une part que c'est pas le premier satellite, on va voir que c'est pas la première émission de télévision, contrairement à ce que pensent beaucoup. On va voir que Telstar, c'est pas la réponse à Sputnik. J'ai été obligé de tirer les bretelles à un mec il n'y a pas longtemps avec ça. C'est marqué dans Wikipédia, c'est pas du tout ça. Donc, ça va chercher des fondements. Il faut savoir que la science-fiction a joué beaucoup de choses par rapport à l'espace. D'accord? Donc, le premier, c'est Jules Verne qui raconte le voyage à la Lune et tout ça, c'est assez rigolo. Mais vraiment, les premières choses qui commencent à parler d'objets qui tournent autour de la Terre et on commence à parler un peu de télécommunication, de communication. Ce sont un gars qui s'appelle Hermann Robert et un gars qui s'appelle Nordung. C'est son nom d'écrivain en science-fiction. On est en 1929. Le gars commence à décrire déjà des choses comme la station spatiale. Une grande roue qui tourne à 36 000 km, qui tourne en même temps que la Terre. Et à cette époque-là, ils se disent, communiquer avec la Terre, on va communiquer par des signaux optiques. Et on va comprendre pourquoi. Donc, vous voyez, c'est avant-guerre. On est déjà avant-guerre, toutes ces choses-là. On commence à évoquer tout ça par la science-fiction. C'est des gens qui écrivent dans des revues de science-fiction.
Après, il y en a d'autres que j'ai trouvé, justement, comme je vous disais, grâce à cette intervention. J'ai trouvé 2 autres personnes qui ont apporté chacun un lot concernant ça. Il y a un gars en 1942, il a commencé à parler de transmission, de communication pour des voyages sur Mars et sur Vénus. Donc vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Et donc ici, il y a un gars qui est important pour le domaine des télécommunications par satellite, il s'appelle Arthur Clarke. Ça vous dit peut-être rien, c'est le gars qui a écrit le livre L'Odyssée d'espace, 2001, l'Odyssée d'espace, hein, qui a fait qui a eu un succès. Et ce gars-là, qu'est-ce qu'il a fait? C'est aussi un auteur de science-fiction qui s'est inspiré d'articles qui étaient parus avant. Il avait vu un gars qui avait dit, si on la met à 36 000 km, elle va tourner en même temps que la Terre. Et il a vu un article aussi de 1945, du début de l'année 1945, un gars qui parlait de relais, mais pas de relais dans l'espace, mais de relais sur la Terre, des relais à très longue distance sur la Terre. Et donc il a fait le rapprochement entre des relais à longue distance et des satellites qui tournent autour de la Terre. Vous voyez comme quoi c'est des fois des briques que les gens vont se dire, tiens, si je mets telle brique avec telle brique, qu'est-ce que je peux faire? Donc vous voyez, ça c'est intéressant. Et donc il s'appelle Arthur Clarke, et c'est lui qui a dit, si vous mettez 3 satellites autour de la Terre qui sont géostationnaires, eh ben, vous serez capable de couvrir la Terre entière. Et là, on est en 1945, au mois de mai 1945. On n'est pas encore arrivé à Telstar, ni Early Bird, ni rien. Donc voilà ce qu'il dit, et l'avantage, c'est qu'à Terre, les antennes seront immobiles, puisque ça tourne à la même vitesse. C'est pour ça que si vous allez dans un centre de télécom spatial, vous verrez ça à Rambouillet, à Bercenay-en-Aude, à côté de Troyes, les antennes ne bougent pas. Ce qui va se passer, c'est que lui, souvent on dit c'est lui le père des télécommunications par satellite, alors il dit non, je ne suis pas le père, je suis le grand-père. Mais à cette époque-là, il y a une chose, c'est que tout à l'heure je vous ai parlé, on disait on va communiquer avec la station, là le fameux truc qui tourne à 36 000 en 1929, on va communiquer par par de l'optique. Pourquoi? Parce qu'on ne savait pas si les ondes radio traversaient l'atmosphère. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, les ondes, soit des grandes ondes qui font plusieurs kilomètres, très puissantes, ça fait comme une pellicule autour de la Terre, ou en 1920, début des années 20, les radioamateurs ont découvert les ondes courtes, c'est des ondes qui se réfléchissent sur les couches atmosphériques. Ça existe toujours, il n'y a pas de souci. Ça nous permet de faire des liaisons avec tout le monde entier en utilisant très peu de puissance, mais avec des ondes qui tournent. Et donc, elles ne sortent pas de l'atmosphère. Et donc, à cette époque-là, le gars, il a un concept de mettre 3 satellites, mais on ne sait pas du tout si les ondes sortent de l'atmosphère. Ça, c'est un truc un petit peu embêtant. Et donc, c'est là que le 10 janvier 1946, il y a un gars qui s'appelle De Witt, qui est radioamateur d'ailleurs, qui va se dire, et c'est un gars qui avait pensé avant-guerre, mais avant-guerre, il avait pensé envoyer des signaux sur la Lune, mais il n'avait pas le matériel, il n'avait pas les puissances, il n'avait pas un tas de choses qui auraient permis de faire ça. Ce qui fait que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu, la croissance du radar, des techniques du radar, c'est-à-dire des puissances en hyperfréquence, beaucoup de puissance, des grandes antennes et tout ça. Et donc, il va remettre au jour, vous voyez ici, c'est des antennes de radar de la Deuxième Guerre mondiale. Il y en a eu un peu comme ça, parce que là, c'était 2 antennes de radar, on appelait ça les Freya, qui ont été utilisées ici à côté de Perros-Guirec. Il y avait une station radar allemande, et donc ils ont utilisé des antennes un peu comme ça. Et donc lui va utiliser des antennes, et il va envoyer vers la Lune des signaux, et voilà, 2,5 secondes après, il a l'écho d'une onde qui s'est réfléchie sur la Lune et qui revient. D'accord? Et donc là, on sait que l'onde radio, à partir d'une certaine fréquence, au-delà des ondes courtes, c'est-à-dire au-delà de, en gros, 50 MHz, eh ben, on peut traverser l'atmosphère. Donc, du coup, c'est intéressant, parce qu'il y a un gars qui avait un concept, on ne sait pas si ça marche, si ça ne marche pas, et là, maintenant, on sait que les ondes sortent. Alors, on savait que les ondes optiques est passées, mais entre les deux, on ne savait pas. Donc ça a été un point important, c'est ce que j'ai appelé dans ma thèse le percement de l'atmosphère, de l'ionosphère exactement. Non, c'est pas ça. Alors, il y a eu en 1945 aussi
1946, il y a eu un think tank qui s'appelait RAND, R-A-N-D, qui a travaillé sur l'aspect fusée, qu'est-ce qu'on peut mettre dans une fusée, si on met, ils ont appelé ça véhicule qui tournait autour de la Terre, et ils se sont dit, bah tiens, si on met dedans un truc pour faire de la météo, si on met pour observer, je sais pas quoi, moi, une caméra, des appareils photo et tout ce que vous voulez, et ils ont commencé à dire, si on met un satellite pour les télécommunications, ben on pourra envoyer et on pourra recevoir. Et donc, eux, ils avaient lu l'article de De Witt, et donc, du coup, ils savent qu'on peut envoyer des ondes. Oui, et donc, ils ont travaillé là-dessus. C'est un document que j'ai retrouvé. D'ailleurs, comme je vous dis, j'ai trouvé des documents qui n'étaient pas à disposition quand moi, j'ai fait ma thèse. En particulier, c'est des documents qu'on a aux archives de la NASA. Et donc, j'ai pu les rentrer là, ces derniers temps, puisque maintenant, elles sont à disposition. C'est-à-dire que la NASA se casse plus les pieds comme quand c'était à mon époque. Il fallait écrire, envoyer un chèque, tout un bins, pas possible. Maintenant, on s'est mis à disposition et donc, on a ça. Et donc c'est intéressant parce que c'est des gens qui ont travaillé là-dessus. C'était et on est en 1945. Hein. Vous avez vu, Sputnik, c'est 57. Hein, c'est pas... Alors, comme j'ai parlé de la Lune, maintenant on savait qu'on pouvait envoyer des ondes vers la Lune. Et la première liaison qu'ils ont fait, en 8 novembre 1951, ça les a envoyé à un truc qui s'est revenu. Et la première liaison par phonie par la Lune, vous voyez, c'est 24 juillet 1954. 24 juillet 1954, on est capable de faire des liaisons en communiquant par réflexion sur la Lune. Alors il y a une chose qui va se passer, c'est que la marine américaine va utiliser ce genre de choses de 1955 à 1963. Et la Lune, ça va être aussi, pourquoi ils ont utilisé la Lune, ces gens-là, c'est parce que pendant la guerre de Corée en 1951, ils se sont retrouvés coincés parce qu'à un moment, il y a eu un blackout total de la propagation des ondes courtes. Alors au début de ma carrière, parce que moi j'étais radio au début de ma carrière, j'ai connu ça. C'est-à-dire que, je vous dis, les ondes se baladent comme ça. Et puis quand il y a des, comment on appelle ça, des tempêtes solaires et tout ce qu'on veut là, tout ça, ça part en vrille dans tous les sens. Et du coup, les ondes ne se réfléchissent plus. Et donc vous avez pendant un certain temps, qui peut durer, moi ce que j'ai vu, ça a duré 1 heure. Pendant 1 heure, vous ne pouvez plus faire aucune liaison avec le reste du monde. Parce qu'à l'époque, c'était surtout des liaisons par radio. Il y avait quelques câbles, mais on ne pouvait pas faire. Et c'est assez impressionnant parce que pendant 1 heure, vous ne pouvez plus rien faire. Et donc, les armées américaines qui étaient en Corée se sont retrouvées blackout total. Et donc, ils ont eu l'idée d'utiliser un deuxième support qui était par la Lune. Et c'est pour ça qu'ils ont fait ce qu'on appelait les Communication Moon Relay de 55 à 63 comme secours. Et vous allez voir. Donc, ça, c'est des extraits de documents de l'époque. Hein. Donc les gars, ils griffouillaient sur des cahiers, sur des tas de choses. L'antenne ici, là vous voyez, c'est des antennes, ça fait comme un guidon, sauf que c'est des antennes. Ils ont utilisé des fréquences de l'ordre de 400 mégas. 1932, il y aurait dû en avoir une en 1982. Et les radios connaissent assez bien ça. Il y a des périodes de l'activité solaire où on peut faire des liaisons extrêmement intéressantes. Je me souviens, en 1975-76, en radio amateur, sur une fréquence qu'on utiliserait aujourd'hui 144 mégas, on faisait des liaisons à plus de 1000 km, alors que d'habitude, ça ne dépasse pas 40 km. C'est comme si avec vous entendez la FM, là, les bandes FM, et puis que vous l'entendez à 1000 km. Donc c'est grâce à l'activité solaire. Et donc il y avait un regain d'activité solaire en 1957-1958, donc ils se disent, au lieu de la faire en 82, à un moment où c'est pas terrible, on va essayer de la faire pour connaître mieux l'atmosphère, l'ionosphère et tout ça, faire des mesures dans plein de domaines. Ça allait aussi bien de la géologie, de la météo, mesure du magnétisme terrestre, et donc c'est ce qu'on appelait une année géophysique internationale. Et donc tous les pays, beaucoup de pays y participaient, c'est des scientifiques de tous les pays. Et ça a été possible parce que ça a permis de faire une coopération, ça a été un terrain d'échange pour les scientifiques, et on était dans un contexte favorable de la guerre froide, qui était un moment de détente. C'est-à-dire qu'il y avait quand même des conflits qui existaient, mais on était un petit peu plus la détente. Et il y a eu à ce moment-là aussi un intérêt redécouvert pour la science. On en parle beaucoup suite au... Le sondage là, qui a eu il n'y a pas très longtemps, à l'époque on s'est dit la science ça va permettre de faire plein de choses. Donc on est dans un contexte favorable pour faire de la coopération. Et
il faut savoir aussi, donc au milieu des années 55, des 50, les pays, il y a eu la guerre en Europe. Et donc il y a eu beaucoup d'infrastructures qui avaient été détruites. Donc la première nécessité des gens après la guerre, c'est de reconstruire des maisons, des lignes de chemin de fer, des lignes de tout ça. Et donc la recherche, la science, ça attendra. Et donc tout ça, on avait fini ce genre de comment dirais-je, de remettre les pays en ordre, tout ça. Et donc maintenant, comme on subvient aux besoins, je dirais, essentiels, on va pouvoir se consacrer à la science. Donc oui, il y a un contexte favorable. Hein, c'est pas le tout de dire je fais de la technique, mais il faut qu'il y ait un contexte, il faut que ça se développe. Et l'idée qu'il y a eu, c'est en 1955, donc les USA et les Russes ont dit, pour l'Assemblée, l'année géophysique internationale, on lancera un satellite. Parce qu'ils se sont dit, d'habitude, ils lançaient des ballons, hein, ça existe aujourd'hui, pour la météo, ils lancent des ballons, des trucs comme ça, mais c'est là que le ballon, il passe, il prend la température, le nombre d'électrons au mètre cube et tout ce que vous voulez, mais hop, il est passé, c'est terminé. Tandis qu'avec un satellite, ça permettait d'avoir des valeurs en continu, quoi, si on veut. Et donc, il y avait aussi une chose qui s'est passée, c'est qu'il y a eu un regain pour les fusées. Et regain pour les fusées, vous avez souvent entendu parler qu'il y a eu des V1, V2 pendant la Deuxième Guerre mondiale, hein, avec von Braun en particulier, et puis à Pilmud, où ils lançaient des fusées, comme c'est des missiles. Et donc, quand à la fin de la guerre, les Russes, les Américains, mais aussi les Français, ont récupéré des savants allemands, et ils ont récupéré des fusées. Alors, bien sûr, vous doutez bien que les Russes et puis les Américains, ils ont récupéré le maximum. Et donc, après-guerre, ils ont utilisé ces fusées pour faire des essais. Et il faut savoir, vous vous rappelez qu'il y a eu la bombe atomique à Hiroshima. Et donc, l'idée à cette époque-là, c'était que le vecteur de transport de la bombe atomique était l'avion. Pourquoi? Parce qu'une bombe atomique, ça pèse et tout ça. Et au début des années 50, ils se sont dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas ne pas utiliser l'avion, mais utiliser des fusées pour transporter la bombe atomique? C'est tout con, mais c'est comme ça. Et c'est là que l'intérêt et les études pour les fusées sont revenues. Oui, c'est quelque chose qui, c'est pas marrant comme truc, mais c'est ça qui a redonné de l'intérêt aux fusées, parce que pour mettre un satellite, c'est bien, mais si vous n'avez pas de fusée, ça ne marche pas. D'accord? Et donc, c'est ce truc-là qui a permis de reprendre les études. Alors, l'année géophysique internationale, c'est important. Alors, on a parlé tout à l'heure, le fameux satellite qu'on avait prévu en 1955, c'est le résultat de l'AGI, c'est le Sputnik. Et puis les Américains, bien sûr, n'étaient pas les premiers. Et deuxièmement, ils lancent un satellite et puis il fait flop. C'est pour ça qu'on l'a appelé le Flopnik ou le Kaputnik. Pourquoi? Parce qu'ils sont arrivés derrière et en plus, ils n'ont pas réussi. Ils réussiront seulement 4 mois après à lancer un satellite. Et ça va avoir une conséquence très importante parce qu'ils sont tellement vexés que... Donc on a parlé de Pearl Harbor là, de l'électronique. Hein, c'est comme ça qu'on parlait dans les parce que j'ai eu l'occasion de faire les archives diplomatiques et tout ça, de tout ce qu'il y avait ONU, UNESCO, toutes ces choses-là. Et donc, ils sont pris alors là, ils sont vexés complets, quoi. Et donc, ils vont créer des choses. Vous avez entendu de l'ARPA, peut-être, la naissance de l'Internet, c'est l'ARPA. Ils vont créer la NASA. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est qu'ils vont proposer aux Occidentaux de collaborer. Chose qu'ils n'auraient pas fait autrement. D'accord? Et donc là, ils vont proposer en disant, oui, vous avez vu, nous... parce que l'idée qu'il y avait derrière l'histoire du Sputnik, c'est qu'on se disait, puisqu'on est capable de lancer un satellite dans l'espace, on est aussi capable de lancer une bombe atomique. Hein, c'était surtout ça. Et donc, la NASA va dire, oui, mais nous, on va faire du civil, nous, on va collaborer pour le bien de l'humanité et compagnie. Et ça va aussi être une chose importante, c'est les balbutiements d'un nouveau domaine, qui est l'espace. On ne savait pas comment ça. Par exemple, dans les archives, on ne sait même pas à quel moment on va dire on est en espace ou pas dans l'espace. Il y avait des pays qui disaient, mais moi je ne veux pas qu'un satellite vole au-dessus de chez moi. Donc vous imaginez, c'est un truc physique, ça tourne autour de la Terre, il y a des pays qui disaient, ah non, moi, pas question, un satellite ne passera pas au-dessus de chez moi. Vous voyez, des problématiques incroyables. Quel droit on applique, tout un tas de choses. C'est-à-dire que c'est un nouveau domaine qui arrive, c'est comme si on parlait... Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle et tout ça, mais quel droit on va mettre pour ça? Jusqu'à quel point
c'est plein de questions. Ça, c'est extrêmement intéressant de voir un nouveau domaine qui va éclore comme ça, et de ces choses-là de l'or. Alors, premier satellite de télécom actif. Donc tout à l'heure, on a vu premier satellite de télécom passif. Actif, ça va s'appeler, le 18 septembre 58, c'est Atlascore. C'est fait avec des boules de machin qu'on récupère sur des tables de labo. Vous voyez, il n'est pas protégé rien, c'est un truc, c'est de la bricole, comme si vous étiez à l'ENSAT, là, sur votre table de labo. Ils ont mis tout ça dans une tête de missile, et ils ont lancé ça avec une fusée qui s'appelait Atlas. Et ils ont réussi à faire des trucs, pendant, vous voyez, durée de vie de la batterie, il est mort le 30 janvier, parce qu'il n'y avait pas de panneau solaire, et il n'y avait qu'une batterie. Et donc, ils vont surtout faire, ce qui était le plus connu, c'est ils envoient des messages qui sont enregistrés avec un magnétophone à l'intérieur, et on retransmet. Alors, on donne le message dans le satellite quand il passe au-dessus de chez vous, le satellite, il continue, et puis il décharge le message qu'il a enregistré peu de temps après, quand il passe à un autre endroit. Donc ça, c'est le plus connu. Mais une chose qu'on ne connaissait pas, et que j'ai pu découvrir dans les archives américaines, c'est qu'avec ce satellite, ils ont fait des liaisons, des vraies liaisons, phonies. Et donc, du coup, on pensait que c'était uniquement des enregistrements qui avaient été envoyés, mais ils ont fait aussi 11 liaisons aller-retour. Donc, c'est vraiment, vous voyez, on n'est pas encore arrivé à Tesla, mais il y a déjà des choses. À la Lune, pareil, on avait fait des allers-retours. Et donc, c'est vraiment le premier satellite de télécom, mais qui est militaire. Alors après, tout à l'heure, on a parlé du grand-père des télécoms spatiales, et donc Clark, il dit toujours « Je suis le grand-père des télécoms », et les pères des télécoms par satellite sont Piertz et un gars qui s'appelle Rosen ici. Et donc, c'est vraiment des ingénieurs qui sont rentrés. Autant, vous avez vu tout à l'heure, c'est un peu des gens qui phosphorent, qui font des projets, qui font... bon, bah, c'est bien, mais entre ça et puis faire la chose, il faut pouvoir les réaliser. Et c'est vraiment eux qui vont vraiment donner une impulsion à la fabrication des satellites. Alors là, c'est assez rigolo. Ce satellite, il est au premier étage de la Tour Eiffel. C'est en 1961. On présente un satellite synchrone. Et les mauvaises langues vont dire que c'est l'altitude la plus haute qu'il va prendre parce que personne ne croyait au géostationnaire. On l'appelait le stationnaire à l'époque, hein, c'est-à-dire celui qui tourne à la même vitesse que la Terre. Et donc, c'est assez rigolo. Il a été présenté au Salon du Bourget. Et tout ça, et puis il y avait beaucoup de projets que j'ai appelés des projets papier. Ils disaient, ouais, on va faire ça, on va faire des constellations. Vous savez, les trucs de Google, là, soi-disant, les constellations là, qui tournent avec je ne sais pas combien de satellites, les trucs de Elon Musk, il n'a rien inventé. Hein. Vous le trouvez dans les papiers, tous les projets de l'époque, c'est ça. Hein. Donc, c'est des satellites à défilement. Et il y a même un satellite, un projet militaire américain, et donc ça date de 3 jours que j'ai trouvé ça, là, c'était intéressant. Il montre même un gars avec un genre de téléphone portable et ils disent, là on est en 1959. Voilà, on va faire un projet, donc le militaire il sera avec son truc là, comme un gros talkie-walkie si vous voulez, et le satellite il sera à 36 000 km. Donc c'est complètement irréaliste. Quand on pensait à ça à l'époque avec la technologie qui existait, c'est complètement irréaliste. Puisque vous avez vu à Plumeur-Baudou, dans le temps, c'est des grandes antennes, et puis moi j'ai connu ça, parce que j'ai travaillé dans un centre équivalent à Plumeur-Baudou, on avait des antennes de 30 mètres, 32 mètres pour faire des liaisons satellites, et moi j'étais au début des années 80, les plus petites antennes qu'on utilisait, c'était des 8 mètres. Vous avez vu aujourd'hui, c'est 50 cm dans votre jardin. Donc inutile de vous dire qu'en 59, ça n'avait pas marché. Mais ça sera fait aujourd'hui, les marins qui utilisent les constellations, comment on appelle ça, Iridium et tout ça, c'est ça en fait. Et donc ça date de cette époque-là. Alors, une chose aussi, ça va t'intéresser, hein, toi, un projet qui s'appelait, c'est de lancer des petites aiguilles tout autour de la Terre, de faire un réflecteur passif avec des petites aiguilles. Il suffit de calculer la longueur de l'aiguille, d'en mettre beaucoup, et ça vous fait comme si vous aviez mis un miroir. Ça s'appelle un projet qui s'appelait Westford. Alors ça a vachement gueulé, hein. Ça a gueulé comme l'histoire de Elon Musk avec toutes ces constellations de satellites, là c'est 42 000 satellites qu'il veut faire. Donc voilà les petites aiguilles, et donc il devait y avoir une ceinture polaire et une ceinture équatoriale. Et ils ont fait des liaisons, hein. Le 9 mai 63, ils ont fait des liaisons.
Et ça ressemble, si vous entendez parler, les radioamateurs parlent souvent de météoscaters, c'est-à-dire des traînées de météorites là, qui rentrent sur la Terre. Et bien on peut faire des liaisons avec ça. Il y a des radioamateurs qui le font, ils font ça en morse, hein, parce qu'il faut aller très très vite. On transmet vers la traînée de météorites et il y a des gens qui reçoivent. L'idée, c'est ça. Première chose qui commence à nous intéresser ici, c'est un ballon. Donc c'est un satellite artificiel passif. Vous voyez la dimension des hommes à côté. Hein. Ça fait 30-35 mètres un ballon. Alors bien sûr, il ne part pas comme ça, il est plié dans le haut d'une fusée, et on le lance, et puis arrivé en orbite, il se gonfle. Et donc l'idée, c'est de lancer de d'émettre vers ça, comme on faisait sur la Lune, sauf que c'est beaucoup plus près. On transmet sur le ballon et on reçoit sur Terre. Donc ça, on commence déjà à être des choses un petit peu plus sérieuses. D'accord ? C'est plus efficace que la Lune. Alors il y aura 3 lancements. Le premier, ça ne marche pas. Le deuxième, vous voyez, en mai, non, c'est en 60 et le deuxième en 64. Et au bout d'un moment, ça fait un peu comme une pomme flétrie là. Donc du coup, ça réfléchit moins bien. D'accord ? Ça ressemble ça, la pellicule de ça, c'est comme les couvertures de survie hein, que vous avez aujourd'hui. Tout ça, ça vient de ces époques-là. Hein. Alors l'idée, ils vont utiliser des antennes comme ça. Et en technique aussi, c'est une chose qu'il faudra toujours vous rappeler, c'est qu'on peut réutiliser des techniques existantes. C'est-à-dire qu'ils avaient fait la traversée des États-Unis avec des cornets qui étaient verticaux, qui avaient des très très bonnes qualités radioélectriques. Et bien qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont mis le cornet horizontal, et du coup ils ont utilisé cette antenne, et c'est celle qui va servir de modèle pour Andover et Plumard-Boudou. Et Astrolome, le fameux truc de la détection en 65 du bruit cosmique, là, du bruit de fond de l'univers, et l'antenne était tellement performante qu'ils ont fait avec ça. Hein, de ça, tu as peut-être entendu parler de ça déjà. Hein. Voilà. Donc, et c'est le modèle, c'est ce qui a servi pour Plumard-Boudou. Alors la France, donc il a été lancé le 12 août 1960, et la France avec de la bricole, quoi. C'est-à-dire que les mecs, ils avaient une petite antenne de 3 mètres, ils ont mis un truc comme ça, ils savaient qu'il allait passer, parce que les gars de la NASA diffusaient, c'est-à-dire comme ils avaient envie que les gens fassent des choses avec eux, ils diffusaient des heures de passage. Hein, c'est comme si vous aviez des éphémérides qui vous disent, telle heure à telle heure, il va être dans le ciel à tel endroit. Donc ils ont mis une petite antenne, ils ont bricolé un récepteur, pareil, truc de labo, là, et ils ont reçu un signal qui avait été envoyé par les Américains. Donc les Américains disaient non, on envoie un signal, et puis vous regardez si vous les recevez. Et donc ils ont reçu un signal avec ça. Donc ils se sont dit, on est capable de recevoir des signaux transmis par... là on est qu'avec des porteuses pures, hein, mais ça donne une idée. Et ça va être le début de la grande aventure française là-dessus, à tel point qu'ils vont aller à Nancy, parce que bon là c'était un truc de bricole, ils vont créer une nouvelle station à Nancy, où il y a le radiotélescope là de Nancy, et pareil, pour aller très vite, ils vont récupérer, ils vont récupérer des bouts d'antennes de faisceaux troposphériques, et l'antenne, ils vont la mettre au bout d'un affût de canon. Il y a un gars qui travaillait là qui dit, mais moi j'ai un copain à Toulon, il est dans les canons de marine là. Ils sont allés avec un canon chercher le canon de marine, ils ont coupé le bout du canon, ils ont mis l'antenne devant. Et du coup, il y avait un gars, on lui donnait les coordonnées, et puis il tournait comme on voit ça dans les films, là, il tournait l'antenne, le canon, quoi, pour mettre vers le satellite Echo. Donc voilà, la première station française, c'est à Nancy. Alors après, les militaires ont fait un deuxième satellite après Atlas-Score qui s'est appelé Courrier, qui a été lancé le 18 août 60. Mais bon, échec, les fusées, parce que les fusées, ça ne marchait pas à tous les coups là, avant, hein, c'était un coup sur deux. Hein. Et voilà un satellite qui va préfigurer, en fait, la structure interne et externe va préfigurer les prochains satellites. Donc on a déjà franchi une étape technique supérieure. Alors il tombe en panne 18 jours. Hein. Vous voyez, aujourd'hui, on vous lance un satellite dans ces 25 ans. Hein, aujourd'hui, à la durée de vie d'un satellite. Si vous travaillez dans l'aérospace, vous allez faire des satellites. Donc la durée de vie, c'est 25 ans. C'est-à-dire, il faut imaginer
l'utilisation dans 25 ans. Là, vous avez eu 18 jours, Telstar, machin, tout ça, c'est pas longtemps. Early Bird, qu'on va parler tout à l'heure, c'est presque rien, quoi. C'est 4-5 ans, hein, vous voyez. Donc, il y avait ces actifs. Hop. Et donc, en 1960, il y avait eu un partage des tâches entre la NASA, qui était civile, et les militaires. En 1958, on avait dit bah, les militaires ils font des satellites actifs et la NASA fait des satellites passifs. C'est pour ça qu'ils ont fait le grand ballon. Là. Et puis bon, bah, ils en ont eu marre. En 1960, ils ont piqué leur crise et ils ont dit bon, allez, c'est fini. Maintenant, nous, la NASA, on veut aussi pouvoir faire des satellites de télécom. Et donc, ils vont lancer un projet qui va s'appeler le projet Relay. Hein, c'est un projet de la NASA. Lancement donc, des études en novembre 60. On a vu tout à l'heure, on a fait des réceptions, et puis donc les Français ils se disent, ben, puisqu'on a été capable de faire des réceptions avec ECHO, en perfectionnant, on doit aussi, nous, pouvoir s'insérer dans ce programme du satellite relais. Alors voilà, à Nancy, il y avait une chose, c'est qu'on ne peut pas émettre. Nancy, c'était bien parce qu'on faisait que recevoir. Et on ne pouvait pas émettre à Nancy. Et voilà une chose que pratiquement ici, personne ne connaissait, c'est la station qui était envisagée. C'est-à-dire qu'on aurait émis de Lannion, et ça c'est à l'endroit en face de l'IUT. Vous savez où il y a la tour du CNET? Ben voilà ce qui était prévu, il y avait une station de faisceau herdien. Pourquoi? Parce que les équipements de faisceau herdien troposphériques étaient intéressants pour pouvoir faire des... C'était des grandes antennes, des grandes puissances et tout. Et donc là vous avez la rue qui va vers Alcatel et compagnie. Et ici vous avez le boulevard. Voilà. Et donc c'est ça qui aurait dû être la première antenne de télécommunication dans notre région. Alors ça ne va pas durer bien longtemps parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'arriveront pas à construire ce genre de choses. Parce qu'il y a des éléments essentiels qu'ils n'ont pas. Par exemple, des récepteurs à faible bruit. Vous entendrez parler des masers. Je ne sais pas si vous avez vu ça déjà en physique ou des trucs comme ça. C'est des récepteurs à extrêmement faible bruit. Et puis c'est là qu'ils vont ils vont s'insérer dans le projet relais, mais ils se rendent compte qu'ils ne vont pas pouvoir monter une antenne efficace, et donc ils envoient des gens de la CGE en mission secrète aux États-Unis pour voir un peu ce qui se fait là-bas. Et donc il y a une boîte qui s'appelle AT&T, vous avez peut-être entendu parler, donc, et les Bell Labs, qui sont les prédécesseurs de ce qu'il y a ici à Lannion, là, comment ça s'appelait aujourd'hui ça s'appelle, je sais plus comment. Le truc qu'il y a sur la zone, là, l'ancien CIT Alcatel, là, c'est. Il y a eu. Les Bell Labs, c'était des laboratoires comme le CNET, l'équivalent d'Orange aujourd'hui, qui étaient toutes les recherches, faisaient des recherches sur tout, qui étaient très en avance. Et donc, ils se disent, bon, ben, on va acheter l'antenne. On va acheter une partie de l'antenne, parce qu'on n'est pas capable de la construire, on va l'acheter. Et donc, dans le package, on leur dit, il faut construire un pylône, où il y aura un simulateur de satellite, parce qu'il faut pouvoir contrôler toute sa chaîne émission-réception avec quelque chose qui simule le satellite, sinon vous allez mettre votre antenne, puis oh ben, je ne le reçois pas, et peut-être que c'est votre récepteur qui ne marche pas. Là, vous pouvez avoir tout l'ensemble. Et donc les Américains leur disent, ben, il faut mettre l'antenne, le pylône, à 10 km de la station. Et aussi incroyable que ça paraît, parce que je les ai retrouvés dans les archives, ben, les gars, ils ont pris un compas, des cartes du coin, ils ont cherché tous les points hauts, parce que l'antenne, elle aurait dû être plus haute, le pylône plus haut que la tour Eiffel. Ça vous donne une idée. Donc ils ont cherché tous les points hauts les plus du coin, ça va du Ménébré à Carmaria-Sulard. Quand vous allez sur Plestin-les-Grèves, là, il y a un endroit, vous tournez à Loquemo et de l'autre côté Plomillo, vous avez un grand pylône dans un champ, puis de l'autre côté il y a un menhir dans le champ. Alors c'était un endroit qu'ils avaient choisi, puis à partir de ces endroits, ils ont fait, c'est tout bête, on retrouve ça dans les archives, des courbes avec leur compas. Donc à 10 km, donc 10 km, 10 km, tout ça, ils ont choisi. Et il y a eu 2 endroits qui ont vraiment été retenus, c'était Plumeur-Boudou et Vieux-Marché. Et ça a failli se faire à Vieux-Marché aussi. D'accord? Et donc l'idée c'était au départ, c'est-à-dire on met l'antenne à Plumeur-Boudou ou à Vieux-Marché, avec un câble, on vient jusque le CNET que vous connaissez en haut, donc moi je dis le CNET mais c'est Orange Labs, là, le truc d'en haut, et on envoie un câble où il y aura le centre de calcul, il y aura tout le zinzin. Et ça veut dire qu'on devait être capable d'envoyer un câble qui fasse 7 km avec tout un tas de signaux, garder la phase des signaux et compagnie. Impossible à faire. Et donc c'est là qu'ils décident, pour d'autres raisons
que je n'ai pas le temps d'évoquer, mais je pourrais vous dire dans les questions. Ils vont choisir Plumeur Boudou, et puis ce qui va se passer quand ils voient le prix du câble, puis le fabriquer serait demandé 1 an ou 2 ans, ils vont décider de mettre tous les équipements à Plumeur Boudou. C'est comme ça que ça s'est passé. Et puis lors d'une réunion en septembre 1961, les Américains leur disent « Oh, 10 km, bon, c'est pas à 10 km, on n'est pas à 5 km près, quoi. » Donc du coup, mais la station avait déjà été choisie. Et je m'étais toujours demandé pourquoi c'était ici. Et ben les arcs faits avec le compas, et ben ça donne exactement ici. Bon, je vous ai pas mis la carte, mais c'est ça. Parce que tout le monde a demandé pourquoi c'était à Plumeur Boudou, pourquoi c'était là et pas là. Personne n'était incapable de vous dire. Donc voilà comment c'est arrivé à Plumeur Boudou. Alors c'est un chantier qui a duré en gros de octobre 1961 jusqu'au mois de juillet 62. Alors ça a été un truc catastrophique pendant le chantier, c'était le bordel, il y avait un hiver qui était très rude, il y avait beaucoup de gadouilles, c'est pour ça que vous entendrez parler de temps en temps le mot de Plumeur Gadou, à cette époque-là. Donc il y a du matériel comme l'antenne qui est venue des États-Unis, le maser, le tube de longue progressive, et d'autres matériels ont été fabriqués par ce qu'on appelait la CGE à l'époque, et c'est pour ça que j'ai appelé que la station était prête. Donc elle n'aurait jamais dû être prête au mois de juillet. Jamais dû être prête, parce que quand on voit les comptes rendus de chantier arriver mi-juin, il manque déjà la moitié des choses et tout ça, et ils vont réussir à la mettre en service début juillet. Et donc j'ai mis le succès des trois, parce que c'est le net, mais c'est aussi l'industrie, et c'est aussi l'aide américaine. On oublie beaucoup ce genre de choses. C'est ces trois choses qui ont permis que ça finisse bien, parce que les Américains avaient intérêt aussi à ce que ça marche. Et alors, ils ont fait la même antenne du côté d'Andover, et on a bénéficié de tout, je dirais, tous les problèmes qu'ils ont eus et de la façon de les résoudre. Et ben, ça a permis de gagner du temps ici. Par exemple, vous avez déjà visité l'antenne de Plumeur Boudou? Certains, non? Ben, je vous conseille d'aller quand vous irez voir. Il y a une grande roue qui fait tourner l'antenne comme ça. Et ben, aux États-Unis, ils ont mis 8 jours ils la montent horizontale et il faut la mettre verticale. Hein, c'est un truc, ça fait plus de 60 tonnes. Et donc, à Andover, ils l'ont montée en 8 jours, alors qu'à Plumeur Boudou, en bénéficiant de toute l'expérience, ils ont pu la monter en un seul jour. Donc, vous voyez, ça a servi à ça. Il y a eu des ingénieurs qui sont allés aussi aux États-Unis se former, et donc, juste pour la petite histoire, quand vous serez sous le radome, vous pouvez mettre l'Arc de Triomphe dedans. C'est pour vous dire la grandeur de la chose. Et ça, à l'époque, c'était de la haute technologie. Alors, une chose aussi qu'on sait moins, c'est que le bâtiment central, c'est où il y avait le truc de vaccination et tout le zinzin, là, Paul Félix, je crois que ça s'appelle. On dit, tiens, c'est vachement loin de l'antenne. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, ils voulaient mettre 3 radomes. Ils voulaient faire 3 radomes. Pour faire comme les histoires de constellations, là, de Musk et compagnie, là. C'est-à-dire qu'un satellite arrive, l'antenne, elle le prend, et tourne, il va disparaître, mais il y a une autre antenne qui est prête à prendre le satellite qui suit dans la constellation. Hein, vous avez vu tous les petits satellites, là, si vous les avez vus, ils sont à la queue leu l'un derrière les autres. Et bien c'était ça l'idée. Donc une prenait, elle arrive de l'autre bout. Alors le temps qu'elle revienne, elle met 4 minutes pour revenir de l'autre côté. Ben, il y en a une autre qui prenait, puis la troisième, c'était le secours. Donc voilà. Et bien sûr, donc, le fameux satellite relais. Entre-temps est venu se greffer une chose, c'est que ATT, quand la NASA a dit, elle lance un appel d'offres pour construire le satellite, ATT pensait qu'ils allaient prendre leur satellite parce qu'ils étaient déjà très avancés dans les études, sauf qu'ils ont pris un autre, qui était RCA. Je ne sais pas si ça existe toujours, mais ils prennent RCA, et du coup, les gens du privé ATT disent, nous, on va quand même lancer notre satellite. Et la NASA était bons joueurs parce qu'ils ont dit, le premier qui sera prêt, on le lancera. Et en fait, c'est Telstar qui a été le premier prêt. Et donc, il a été lancé le 10 juillet 62. Alors, il y aura un deuxième qui sera lancé en 1963. C'est des satellites à défilement. D'accord? Bien sûr, première réception de télévision. La télévision, ça a un impact très fort. Parce qu'à Nancy, ils ont fait des essais de phonies, tout ça, mais les gens, ils s'en foutaient. Il y a quelques articles dans la presse, mais presque rien. Tandis que ça, c'est la première émission, alors je vais être précis, c'est la deuxième émission en direct.
de télé. C'est pas la première émission de télévision à Plumeur-Baudou, puisqu'il y en a eu le 29 mai 1962 qui a été fait au-dessus de l'Amérique. Ils ont fait avec le satellite ECHO, ils ont fait une liaison de télévision. Donc Plumeur-Baudou, c'est la deuxième émission de télévision par satellite. Mais c'est diffusé partout, c'est vraiment le machin. Et donc ça a été quelque chose, c'est l'impact de l'image qui est extrêmement important. Et donc là, c'est l'euphorie, pas possible. Et donc c'est là qu'on parle de la première mondiovision. Mais en fait, le satellite, on peut le choper quand il est entre les États-Unis et l'Europe, mais une fois qu'il est parti de l'autre côté ou quand la Terre tourne, ben, il y a des moments de la journée où on ne peut pas faire. Donc le nombre de temps dans la journée où on peut faire des liaisons est restreint, et puis le temps où on peut faire la liaison, c'était 14-15 minutes suivant les moments de ça. C'est-à-dire le satellite arrivait, vous aviez 14-15 minutes, donc ça veut dire que s'il y avait un événement qui se passait 3 heures avant, c'était mort, si ça se passait après, c'était mort. Et il faut savoir qu'avant qu'il y ait ça, quand il y avait un événement aux États-Unis, on filmait l'événement, on donnait la bobine de film à un pilote d'Air France qui l'a ramené au Bourget, et au Bourget, il y avait une moto qui allait entre Cognac-G, vous entendez ça dans les sketchs de Guy Lux et compagnie, là. Une moto allait chercher la bobine de film et on l'a passée à la télé française. Donc il y avait un certain temps qui se passait. Il fallait qu'il y ait un avion qui revienne, puis à l'époque, on ne faisait pas le trajet en Concorde, hein, ça mettait un certain temps pour revenir. Donc voilà comment c'était. Donc c'est pour ça qu'on a parlé de mondiovision, parce qu'on a en direct quelque chose, mais pendant un temps très court. Et c'est pour ça que je mets pour la mondiovision permanente, il faudra peut-être attendre encore un peu. Et le fameux satellite pour lequel la station de Plumeur-Baudou a été construite, eh ben, il sera lancé que le 13 décembre 1962. Parce qu'il n'était pas suffisamment prêt. Donc voilà, il y aura un deuxième relais. Alors vous voyez, il n'a pas la même forme hein, par rapport à celui qui était tout rond tout à l'heure, ou comment on appelle ça, celui qui est ici. Et voilà la pause. Bien méritée. Voilà pour la première partie. C'est bon. Elle est bonne, bien, c'est sympa. Bon, donc on a vu, on nous a dit, c'est la mondiovision, mais on n'est pas tout à fait la mondiovision encore. Et donc l'idée, on va voir quand est-ce qu'on va réussir à faire vraiment la couverture, je dirais, de la Terre par les satellites pour pouvoir faire des événements internationaux. Alors entre-temps, la station de Plumeur-Baudou, par exemple, elle a été obligée de s'adapter au géostationnaire. Géostationnaire, ça veut dire que, comme on l'a dit, on tourne à la même vitesse que la Terre. Et la station de Plumeur, au début, la première antenne, elle était tournée, puis après, elle était pendant 2h30, 3 heures, on attendait un autre passage, et ainsi de suite. Et à partir du moment où il a fallu qu'elle soit en fonctionnement permanent, eh bien, il a fallu changer un certain nombre d'équipements parce qu'ils n'étaient pas prévus pour être en fonctionnement tout le temps. Et c'est tout, il a fallu l'adapter. Alors, il y a eu des liaisons avec le Japon, il y a eu avec la Russie aussi, mais ça, j'en parlerai pas. Il y a aussi, on va voir l'accès des stations terriennes par rotation, l'accès multiple aussi, je vais vous expliquer ce que c'est. Et la vraie mondiovision, ça se fera qu'en 1969. Donc, vous voyez, entre Clark, qui dit avec 3 satellites autour de la Terre, on est capable de couvrir la Terre sauf les pôles, il faudra attendre entre 45, il faudra attendre 69 pour qu'on arrive. Et donc avec Plumeur-Baudou aussi, la France va prendre de l'expérience, va fabriquer, concevoir sa première antenne qui sera PB2, vous verrez les photos, et un satellite qui s'appellera Symphonie aussi plus tard. Donc le premier satellite avec lequel j'ai fait des liaisons radio, c'était avec Symphonie. J'avais oublié de vous dire une chose aussi. Quand je vous disais qu'on voit sur Wikipédia ou sur d'autres choses, qu'on dit Telstar, c'est la réponse des Américains à Sputnik. Il faut savoir qu'entre Telstar et Sputnik, il y a eu 114 satellites de lancés. Donc c'est pas du tout la réponse à ça. Et dans les 114, il y a à peu près 12 sondes spatiales qui sont parties dans l'univers et 2 satellites radioamateurs. Donc c'est pas du tout la réponse. D'accord ? Donc si vous voyez ça sur sur Wikipédia, c'est absolument pas du tout ça. Et il n'y a pas longtemps, là, c'était sur LinkedIn, là, il y a un mec qui a mis ça, je l'ai un peu rattrapé, je lui ai dit de lire un peu, éventuellement, mon livre, si vous voulez. Bon, là, ça n'a aucun intérêt. Non, mais on en va des conneries, je vous en donnais une autre qui est parue ce matin, à l'Allion.
Donc c'est juste des tableaux, vous le verrez comme c'est enregistré sur les transparents, ça donne un peu les périgées apogées qu'on a à l'époque. Vous voyez, on est aux alentours des 1000 km en gros en périgée, c'est-à-dire que ça fait pas quelque chose qui est rond, ça fait quelque chose qui est comme ça. Et si vous faites de l'astronomie, là pour ceux qui sont dans le club astro ou trucs comme ça, il y a la rotation du périgée, la ligne des absides. Et donc c'est pour ça qu'à Plumeur-Baudou, au mois de novembre-décembre, c'est le périgée qui s'est retrouvé au-dessus de l'Atlantique. Et là, le temps de communication était de l'ordre de 5 minutes. Donc du coup, la station s'est arrêtée pendant un moment. Et ça avait été mis pour le moment, au début du lancement, que l'apogée soit au-dessus de l'Atlantique. C'est la rotation de la ligne des absides. Mécanique spatiale, il y a un club d'astronomie à l'ENSA, non? Ouais. On a la présidente. La présidente est là, c'est bon, tu connaissais ça, moi? Oui. Non? Parce que ça, c'est un truc qui existe pour la Terre. La Terre qui tourne autour du Soleil, l'histoire du périgée de la Terre et de l'apogée qui tourne, l'histoire des saisons, ça c'est important. D'accord? Non, je dis ça, c'est pas rigolo. C'est de la mécanique spatiale, c'est pour plus. Vous avez fait des équations, tu leur feras faire des équations un peu là. Vous avez notre prof de maths là. Soyez rassurés. Je te disais tout à l'heure que j'ai fait, je travaille sur la navigation astronomique, et j'avais jamais fait de la trigosphérique. Et j'ai fait ça à 63 ans, donc oui, il n'y a pas de machin. Et d'ailleurs, entre parenthèses, si un jour, vous qui faites de l'astronomie, la navigation astronomique, c'est la navigation sextant, c'est ce qui vous permet de reviser toutes les notions que vous allez voir de la classe de 6e jusqu'à Bac plus 5. Vous faites de la géométrie, tout un plein de choses. Et des développements limités, des cosinus, sinus, machin, tout ça. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, moi, je n'aimais pas l'histoire à l'école. Donc, oui, ça vous donne. Si vous avez des enfants qui n'aiment pas l'histoire, c'est pas grave. Donc, c'est juste pour donner un ordre de grandeur. Oui, il y a le périgée et puis l'apogée qui est là, donc suivant les satellites qui étaient utilisés. Et il y a eu quelque chose aussi à cette époque-là, il y avait beaucoup de pannes dues à la ceinture de Van Allen. Cette ceinture qui perturbait les équipements électroniques à l'époque. Aujourd'hui, c'est classé ce problème-là, mais à l'époque, les satellites, quand ils passaient dans cette fameuse ceinture, là, de Van Allen, donc ça posait des problèmes pour l'électronique des satellites. Donc ça donne une idée un peu. Alors il y avait ECHO, par contre, vous voyez, ça tournait, lui, il était en orbite circulaire. Et ils vont l'utiliser aussi pour la géodésie, par exemple, pour faire des. Avant les satellites, quand on voulait mesurer des distances, je sais pas, entre la France, l'Afrique, je sais pas où, l'Asie, et on utilisait ce genre de choses pour faire de la géodésie. Comme je vous dis, au bout d'un moment, il est gonflé, mais il va se friper. Et donc, du coup, quand vous envoyez une onde, ça va faire un peu comme un réflecteur radar, ça envoie dans tous les sens, au lieu de vraiment bien envoyer. Alors, une technique qui va être développée, donc on a vu là, c'est des satellites à défilement, et il y avait une boîte qui s'appelait Hughes Aircraft, qui elle, en 1959, ils ont un problème, c'est qu'ils perdent un très grand marché avec l'US Air Force aux États-Unis. Et c'est des gens qui avaient la maîtrise des microfusées. Et donc, quand on a dit qu'on va aller mettre sur quelque chose, parce qu'envoyer un satellite, il y a une orbite de transfert, on est obligé de faire quelque chose qui est comme ça, puis au bout d'un moment, hop, on va circulariser l'orbite. Et donc ces gens-là avaient la maîtrise des microfusées et en fait des moteurs d'apogée, ce qui va servir de moteur d'apogée. Et donc eux vont aller tout de suite sur cette technique puisqu'ils les maîtrisent, les autres ne maîtrisaient pas ça. Et donc eux vont partir très rapidement sur la technique, on appelait ça stationnaire. Quand on regarde les trucs de l'époque, ça s'appelait le stationnaire. Mais il y a deux choses. Ici, vous voyez, le premier, alors il y a un échec, le premier en 63, c'est un premier géosynchrone. Géosynchrone. C'est-à-dire que ça tourne à la même vitesse que la Terre, mais ce n'est pas forcément au niveau de l'équateur. Et pourquoi c'est 30 degrés? C'est parce que la base de lancement était à 29 degrés. Donc vous ne pouviez pas lancer à moins, l'inclinaison à moins de 29 degrés. C'est pour ça que quand la France a cherché une base, quand il y a eu les accords de 62 en Algérie, qui a eu la base de, comment on appelle ça, d'Amaguir,
Il a fallu qu'ils cherchent dans le monde un endroit. Et quand ils ont trouvé la Guyane, c'était intéressant parce qu'ils étaient très très proches de l'équateur. Donc on pouvait lancer des fusées avec une inclinaison très très faible. Et plus l'inclinaison est faible, ben, vous aurez moins besoin d'un moteur d'apogée pour remettre votre orbite, disons, bien stationnaire. C'est-à-dire qu'il soit au niveau inclinaison 0 et qui tourne en même temps que la Terre. Et c'est là qu'on va parler de géostationnaire. Alors que l'autre, ça tournait à la même vitesse que la Terre, mais c'était incliné. Et donc l'antenne, dans la journée, elle faisait ça. Ça faisait un 8, ça fait comme ce qu'on voit là, avec le cadran solaire. Dans la journée, ben, le satellite, il montait, on faisait des trucs comme ça. Et avec le géostationnaire, ben, l'antenne ne bouge plus, parce qu'elle est fixe à un endroit à 36 000 km. Donc Hughes va beaucoup travailler là-dessus, puisqu'elle avait la compétence dans ce domaine. Donc vous voyez, quand vous avez dans une entreprise, vous avez une compétence, vous allez éventuellement travailler sur certaines choses. Alors les autres n'avaient pas cette compétence, ils travaillaient plutôt sur le défilement. D'accord ? Donc ils seront transférés en 65, je vous ai mis un certain nombre de choses. Et Hughes, ça c'est des satellites qui sont stabilisés par rotation. Et on le fait tourner comme une toupie. Et donc ils sont stabilisés par rotation. Donc ça c'était la technique Hughes. Et après il y aura la technique Ford, qui sont les satellites qui se déplient avec des grands panneaux solaires et qui va pointer. Donc là c'est une stabilisation qu'on appelle 3 axes. On en a eu un à la Cité des Télécoms pendant un moment. C'était un qui n'avait pas été lancé, c'était un de secours, et les Américains nous l'avaient donné. Et donc on voyait avec tous les feuilles d'or et tout ça dessus, si un jour je vous souhaite de travailler dans le spatial, c'est vraiment très intéressant. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir pu aller voir la fabrication d'un satellite comme on il y a un lancement. Donc voilà, et ici on voit le moteur d'apogée, c'est pour circulariser l'orbite. Et donc Hughes, elle a été très rapidement sur le stationnaire. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que... Alors, un truc intéressant. Je vous ai parlé tout à l'heure, on envoyait des bobines par avion. En 1964, il y a les Jeux Olympiques d'hiver à Tokyo. Il y avait un satellite Syncom sur le Pacifique, donc on transmettait la vidéo par le satellite. Ça arrivait aux États-Unis, et on enregistrait, on mettait les bobines dans un avion et on les envoyait en Europe. Donc, on faisait la moitié du chemin par satellite et l'autre moitié par avion. Et donc, on l'a appelé le satellite olympique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la vidéo et le son étaient envoyés à part. C'est-à-dire, la vidéo passait par le satellite, et le son, on l'envoyait par les câbles. Parce qu'à l'époque, il y avait des câbles sous-marins, mais on pouvait passer que la téléphonie sur le câble sous-marin. Donc, on ne pouvait pas transmettre la télé. Donc, on transmettait la vidéo par le satellite et le son par les câbles ou par radio. Et les bobines de vidéo par avion entre les États-Unis. On n'est pas encore, vous voyez, la montiovision. On fait que la moitié du chemin pour l'instant. Alors, à cette époque-là, vous entendrez tout le temps dire, c'est pareil, c'est encore, je ne vais pas dire une connerie qu'on entend, mais c'est des choses que vous entendez dire, tout le monde va vous dire, ah oui, mais moi je savais que c'était le satellite géostationnaire, moi déjà des 60, 61, ça, il y a beaucoup d'anciens qui vont dire ça, moi je savais, ils savent tout, mais quand on regarde les archives, jusqu'en 1966, on ne sait pas pour le réseau mondial, parce que après Telstar et toutes ces choses-là, il va y avoir donc les États-Unis, ils vont essayer de dire aux gens, venez avec nous, on va faire un réseau mondial et tout ça, en sachant qu'eux, ils ont la maîtrise technique. Ils ont une avance technologique par rapport, par exemple, aux Européens. Donc ils sont dans une position dominante et ils essayent d'imposer leur idée. En plus, ils ont, vous avez peut-être entendu parler d'Intelsat, on entend parler des fois des satellites Intelsat et des choses comme ça, mais ça date de cette époque-là, sauf que ça s'appelait le comité intérimaire. C'est-à-dire que ça ne s'appelait pas encore Intelsat, mais c'était une organisation en vue de faire un réseau mondial. Et puis les États-Unis, ils avaient créé une société qui s'appelait la Comsat, je ne sais plus si elle existe toujours, mais je crois que ça existe toujours, qui était une société privée, mais qui était une société qui représentait le gouvernement des États-Unis. Donc il y avait un mélange des genres incroyable. Et donc, comme ils avaient la maîtrise, ils voulaient imposer à tout le monde leurs normes, tout ça. C'est important. Si un jour, dans le même ordre d'esprit, si vous êtes dans des entreprises et qu'on vous dit, tiens, ça serait bien d'aller à l'Union internationale des télécoms parce que on va discuter de telles normes pour tel truc de transmission,
ben, vous avez intérêt d'y être, parce que si vous n'y êtes pas, c'est les autres qui décident pour vous, puis après c'est vous qui êtes obligé de vous plier à ce qu'il y a. Et ici, les gens étaient un peu obligés de se plier aux Américains. Et donc la COMSAT, on retrouve, hein, c'est des choses que j'ai retrouvées dans les archives, c'est pour ça que ce que je vous dis, c'est quand tout le monde dit « moi je savais », y compris certains de l'Agnon qui disent « ouais, moi je savais ». Le CNED faisait encore des projets de satellites, vous allez voir, je vais vous en montrer un, de satellites à défilement encore en 1966. Telstar, c'est 1962. D'accord? Donc, il y a un entre-deux technique, c'est comme ça qu'on appelle ça, un entre-deux technique, c'est-à-dire que, est-ce que ça va être un réseau global qu'avec des satellites à défilement? Et dans ce cas-là, ça aurait été ce qu'a fait Elon Musk, les constellations Google, en fait c'était ça, c'est est-ce qu'on fait quelque chose comme ça? Et est-ce qu'on fait quelque chose comme avait prévu Clark avec des satellites géostationnaires? Parce que là, il y avait un problème. C'est-à-dire que la télé, pas de souci. D'ailleurs, je vous ai dit, on envoie la télé, le son à part. Et quand vous faites de la téléphonie, que vous êtes sur une orbite géostationnaire, vous avez vu, là, quand il y avait FM TV, tout ça, avec leur petit camion, ils mettent l'antenne, et puis il y a le gars qui est devant, et on lui pose une question, puis vous voyez le gars, il est là, puis vous dites, mais il comprend rien, mec, il attend que ça arrive. Un aller-retour. Il y a à peu près 200 millisecondes, 250 millisecondes. Donc, il y a le gars qui attend, puis hop, tout d'un coup, hop, il se réveille parce qu'il vient de recevoir le chose. C'est passé par le satellite. Et donc, on ne savait pas à l'époque si, pour la téléphonie, ça allait être gênant ou pas. Parce qu'on disait, si le gars il parle, et puis que l'autre il essaye d'interrompre, et puis que sa machine, ça va pas aller du tout. Donc, on pensait que les satellites géostationnaires, ça ne marcherait pas pour le téléphone. Vous savez, la télé encore ça va, mais le téléphone ça ne marchera pas. Et donc c'est pour ça qu'on a un entre-deux technique, on ne sait pas. Alors ils ont pensé à un moment faire des morceaux avec du défilement, avec des satellites géostationnaires, et tout ça, ça va durer jusqu'en 1966, où il y aura des appels d'offres pour les deux styles de satellites. Donc l'entre-deux techniques, on ne savait pas. Ça, vous serez confronté des fois à ça, on ne sait pas, est-ce que c'est ça qui va dominer ou c'est ça qui va dominer? Donc, on va le voir tout à l'heure sur la construction de PB2, donc la deuxième antenne de Plumard-Boudou, eh ben, elle sera obligée de tenir compte, est-ce qu'elle pourra aller sur les géostationnaires et elle pourra aller sur les satellites à défilement. C'est plus du tout la même construction que si vous faites quelque chose qui bouge presque pas. Vous voyez, les moteurs, c'est plus du tout la même chose. Et donc ça va être quelque chose, la domination des États-Unis. Et il y a une chose aussi que les États-Unis ne veulent pas, c'est que d'autres pays ou d'autres régions comme l'Europe fassent leurs propres satellites, qui auraient été concurrents du réseau global. Donc je ne vous dis pas les tractations, là on est au niveau diplomatique, là, partout, là, tous ces trucs-là. Et d'ailleurs c'est assez intéressant parce que quand j'ai fait ma thèse, pour moi il n'y avait que de la technique. Puis un jour il y a mon prof Griset là, qui me dit Guillaume, il faudra aller aux archives diplomatiques. Je me suis dit, mon coco, je vais peut-être pas aller perdre mon temps là-bas. Et en fait, j'ai passé 8 semaines complètes où j'ai trouvé des choses extraordinaires. Et justement, tous les coulisses de ces choses-là. Hein, avec la domination, avec la maîtrise technologique plutôt de ça, les Européens qui vont créer quelque chose qui va s'appeler la CETS et tout ça. Donc il y a toute cette démarche qu'il y a derrière. Il n'y a pas que la technique, hein, il y a tout un tas de choses derrière. La maîtrise des lanceurs. Et les Français vont en faire une amère expérience avec Symfony, vous allez voir. Et aujourd'hui, vous avez entendu, il y avait encore un truc sur Ariane 6 qu'on dit c'est peut-être pas fin 2023, ça va peut-être après. Si vous n'avez pas de lanceur, eh ben vous êtes tributaire de ceux qui ont les lanceurs. Vous aurez beau faire des très beaux satellites, eh ben ça ne marchera pas. Voilà les projets du CNED. Ça, personne ne connaissait celui-là. C'est un truc que j'ai retrouvé dans les archives, dans les sous-sols là, du CNED. Personne ne connaissait ça. Ça a été fait par un gars du CNED, Jean Rioux. T'as connu Jean Rioux? Ça te dit rien? Qui? Jean Rioux. C'était un gars qui était prof de maths, vous voyez, comme quoi, un peu à tout. Et c'est lui qui avait trouvé ce truc-là, parce qu'il fallait, on appelait ça un système phasé, parce qu'il fallait que les satellites soient à des distances, la mise en orbite des satellites. Ça, c'est ce que vous trouvez, les constellations Elon Musk et tout ça. Hein. Vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Et donc, voilà ce qui était proposé par le CNED, même la COMSAT, ce qui va devenir comité intérimaire, a donné même de l'argent au CNED pour travailler sur ce projet à la fin 1965, début 1966. Hein. Donc, comme quoi, vous voyez, en 1966, le géostationnaire n'était pas. Et ce qui va arriver, comme je vous disais, l'histoire de la téléphonie,
j'ai eu la chance de retrouver l'expérience qui a été faite là-dessus, c'est qu'on a pris un échantillon de gens et on les a fait téléphoner par satellite. Puis on leur a demandé, ils ont rempli des questionnaires, est-ce que ça vous a gêné si vous savez que c'est un truc satellite, ben vous savez que vous devez parler, et puis que vous attendez, et ainsi de suite. Et puis, bon, c'est pas, dans l'étude, c'est pas 80% qui a dit, bah non, ça ne me gêne pas, on est 52% qui disent, finalement, ouais, c'était pas plus mal que les autres, ça m'a pas trop embêté, parce que certains disaient, ben moi quand je téléphone par câble à Tahiti ou je sais pas quoi, c'est un petit peu la même chose, en mettant des suppresseurs d'écho, ça s'appelait des suppresseurs d'écho, je trouve à peu près la même chose. Et donc c'est là qu'ils vont décider en février 66 en disant ben, finalement ça n'a pas l'air de déranger et c'est là qu'on va décider le réseau global mondial sera avec des satellites géostationnaires. Et donc toutes les études des satellites à défilement, eh ben, ça va être fini. Ils seront ressortis plus tard, mais ça va être fini. Et donc on va adopter alors les projets français, hein, vous avez vu, ça s'appelait système phasé. Après vous entendrez parler de Safran qui va se un peu améliorer. Saros, ben, comme on a décidé qu'on ferait le réseau géostationnaire, et ben ça va être voilà, le deuxième, c'est pas le premier, le deuxième. Et l'ORTF c'était la télé. Pourquoi? Parce qu'on pensait envoyer de la télévision directe, ce que vous avez aujourd'hui dans votre jardin, là, avec la petite parabole. Et bien à l'époque, on commençait déjà à parler de la diffusion directe de la télévision. Et on est en 65. Non, c'est pas ça. Alors, Early Bird, donc c'est celui que tu disais tout à l'heure, hein, que tu as connu à Plumeur, qui a été lancé en 1965. Mais c'était au-dessus de l'Atlantique, et là, il était géostationnaire. Donc l'antenne ne bougeait plus, et il y avait des circuits permanents, donc vous pouviez faire de la télévision ou de la phonie tous les jours, toute la journée, 24 heures sur 24. Et là, on était sur autre chose, on était avec 240 circuits 240 circuits de téléphonie, ou un circuit de télévision, et il y avait 2 répéteurs. Donc vous voyez, ça a été construit par Hughes, on les reconnaît, c'est des cylindres stabilisés par rotation. Et donc ça couvrait que des petites parties, à cette époque-là, ça couvrait des genres de langues ici, là, et ici, ça n'avait pas une couverture, par exemple, toute la partie Afrique et tout ça. C'était que des petites choses comme ça. Parce qu'on ne savait pas faire des antennes qui étaient capables de... Parce que si vous faites une antenne qui a tout, par exemple, au-dessus de toute l'Atlantique, c'est une antenne qui sera obligée d'être très très grande, d'une part, et vous allez avoir comment on appelle ça, le gain de votre antenne qui va être beaucoup plus petit. Parce que souvent, il va falloir envoyer de la puissance sur une surface énorme. Donc le fameux P égale KTB qui arrive en bas là, n'est pas très grand. Donc voilà, donc je vous ai mis des valeurs comme ça, vous les verrez sur les transparents, parce que c'est enregistré. Je vous ai mis aussi, alors il faut savoir qu'à cette époque-là, il y a beaucoup de satellites qui tombent en panne, des fusées qui tombent en panne, hein, c'est pas un coup à... c'est pour ça qu'à l'époque, quand on faisait des satellites, ils en faisaient plusieurs exemplaires, identiques. Et donc il y en avait toujours en secours, en bas, pour envoyer aussitôt. Aujourd'hui, c'est une autre histoire, c'est-à-dire que quand on fait un satellite, c'est pour 25 ans, si la fusée explose, c'est coincé, quoi. Vous n'avez pas de secours, tandis qu'avant, y en a un qui a explosé, 3 mois après, on pouvait le lancer. D'accord? On faisait des séries de 5, 6, 8 satellites. Alors, il faut savoir que quand les satellites sont arrivés aussi, c'est bien gentil, ça arrive, mais il y a des trucs qui sont avant. Câble téléphonique. Si vous allez à Cité Télécom, vous allez voir, ils ont un grand département là, de choses sur les câbles. Le premier câble sous-marin qui est capable de transmettre le téléphone, c'est 1956. Les câbles, ça existe depuis le milieu du 19e siècle, mais on peut transmettre que de la télégraphie. D'accord? Et là, on peut transmettre le téléphone par câble sous-marin que depuis 1956. Autre chose qui existe en France, moi quand j'ai commencé ma carrière, j'ai commencé avec ça, c'est les liaisons par radio onde courte. On avait plein de pays dans le monde où on avait encore des circuits téléphoniques par ondes radio. Et dans la journée, on changeait les fréquences en fonction de on avait comme des prévisions de propagation. On avait comment on appelle ça, des prévisions, des systèmes de prévision par jour, par mois, et tout ça. Et on faisait même les avions. On avait un truc qui s'appelait Paris Radio.
Et c'était les avions, à l'époque, le mec, il était au-dessus du Pacifique, au-dessus du Japon. S'il avait un problème sur l'avion ou s'il voulait contacter la division d'Air France à Paris, il nous contactait par onde courte. Donc on avait des antennes comme ça, oui, des antennes Yagi, des grandes antennes, et autrement c'était des antennes losanges. Quand vous écartez un fil, vous prenez les deux parties du fil et vous l'écartez, et ça se propage. C'est pour ça que les deux fils, vous les mettez l'un à côté de l'autre, ça se propage autour. Vous faites un losange, et on avait des antennes qui avaient des très très grands gains. On allait entre les 3 mégas et 28 mégahertz. On faisait par exemple les Kerguelen tous les mardis matins. Les Kerguelen, il y a eu des cas de l'ENSA qui sont allés aux Kerguelen, des scientifiques. Et on faisait par onde décamétrique. On les contactait, ils n'avaient pas de satellite, ils n'avaient rien, donc c'était que par ça. On faisait beaucoup de pays en Afrique aussi, on avait des liaisons comme ça. Et donc ça c'était je vous ai mis le nom, vous voyez il y avait 25% des liaisons, il y avait 2400 circuits téléphoniques internationaux, il y avait 25% qui passaient par radio, 65% par câble et 10% par satellite en 1967. Donc vous voyez quand il y a un nouveau support qui arrive, qu'est-ce que ça fait par rapport à ceux qui existent? Et ça va à tel point, et ça je l'ai retrouvé dans les archives, c'est qu'il y a des gens qui ont dit maintenant le satellite est arrivé, on a choisi le géostationnaire, on ne va plus mettre de câbles. À l'époque, on disait on ne mettra plus de câbles sous-marins. Vous avez vu aujourd'hui, Internet, ça passe à 98% par câble sous-marin fibre optique. Donc comme quoi, il ne faut pas dire le truc c'est fini, machin. Vous voyez, ça peut revenir. C'est comme les ondes courtes, ça revient, je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est-à-dire que c'était un truc assez merdique, ça truc comme ça, on entendait les mecs qui disaient Paris Radio, alors il fallait être comme ça, toute la journée on entendait le truc qui causait dans le poste, c'est pour ça qu'on a des squelches sur les postes de radio, mais en décamétrique on ne peut pas faire ça. Et donc aujourd'hui, ils vont utiliser, au lieu de transmettre de la modulation d'amplitude classique, ils se transmettent du numérique avec du détecteur d'erreur et tout ça, donc c'est-à-dire qu'ils vont moduler avec un signal numérique. Et puis le bout, on décode, et puis du coup, là, on peut écouter un concert en utilisant des ondes décamétriques, parce que c'est les seuls qui n'utilisent pas quelque chose qui est extérieur. Si jamais on veut coincer un pays, il suffit de bloquer tous les satellites. Vous avez vu, l'Inde et tout ça, la Chine a fait ça, c'est-à-dire ils envoient un satellite, ils en mettent un à côté d'autres satellites, ils le font exploser, tout le reste... vous ne pouvez plus rien faire. Et si vous avez vous avez beau avoir une station terrienne, des choses comme ça, s'il n'y a plus de satellite, vous ne pourrez plus rien faire. C'est pour ça que vous verrez que dans les ambassades, il y a toujours une grande antenne comme ça. Ça vous permet d'être totalement indépendant. D'accord? Et ça commence à revenir. Parce que là, je parle de satellite tueur de satellite, mais il y a un autre truc beaucoup plus dangereux, c'est les trucs solaires, les tempêtes solaires. Imaginez une tempête solaire, comme il y a eu déjà à certains moments, qui ont mis c'était au nord du Canada, là par exemple, sur les circuits électriques et tout ça, ils ont eu des problèmes énormes. Imaginez qu'une tempête solaire bousille tous les satellites, on n'est pas bien, je peux vous dire qu'on n'est pas très bien. Donc, et là, le seul truc qu'on pourra utiliser, c'est les ondes courtes. On ne pourra pas utiliser autre chose. D'accord? Donc ça, c'est important. L'arrivée d'un nouveau support. D'ailleurs, quand la radio a été venue, on a dit les câbles c'est fini. Ça a résisté à la radio. Quand les satellites sont arrivés, on a dit les câbles sous-marins, allez c'est fini, on n'en met plus. Ça, je l'ai vu dans les archives, on mettait, non, c'est terminé, allez hop, c'est bon, on n'en met plus. Et vous avez vu aujourd'hui, comme quoi c'est revenu ça. Alors après, il y aura une série d'Intelsat 2 qui va être lancée, ça c'est à la demande de la NASA. Ils sont en train de préparer le projet Apollo, donc ils ont besoin de satellites pour leur liaison et tout ce qu'on veut. Mais on n'est toujours pas au-dessus de l'océan Indien. On a l'océan Pacifique, l'océan Atlantique, et oui, il y a encore un échec. Comme je vous dis, c'est pas à 100% cette époque-là. Et donc, c'est des satellites où ils vont expérimenter ce qu'on appelle l'accès multiple. Accès multiple, ça veut dire quoi? Alors aujourd'hui, on ne s'en rend pas compte parce qu'il y a plein de stations qui émettent vers le satellite. Mais à l'époque, il n'y avait qu'une seule station qui pouvait émettre par le satellite. C'est-à-dire que sur le satellite de l'Atlantique, Early Bird, c'était soit la station anglaise, soit la station française, soit la station allemande, soit la station italienne. C'est-à-dire que ces stations ne pouvaient pas transmettre en même temps.
On appelait ça la rotation, c'est-à-dire que chacune faisait une semaine. Alors les Italiens, comme il y avait moins de trafic le week-end et qu'ils avaient une installation qui était beaucoup plus petite, eux, ils faisaient le trafic du week-end. Et autrement, dans la semaine, il y avait une semaine, c'était Plumeur Vaudou, une autre semaine, c'était... et il y avait une qui était toujours prête à prendre si jamais il y avait un pépin, et il y avait une troisième qui était en maintenance. À tel point que les Français ont fait des essais avec les Russes pendant la semaine qu'ils faisaient pas sans dire aux Américains. Et donc, il faut se rappeler qu'à cette époque-là, c'est au moment où on a mis les Américains dehors des bases de l'OTAN. D'accord? Et donc, la politique de la France à l'époque, c'était « je vais être copain avec tout le monde ». Donc, ils voulaient être copains avec les Américains et copains avec les Russes. Et donc, ils vont faire des liaisons avec eux. Et même ce que j'ai retrouvé dans les archives diplomatiques, c'est qu'il y a même eu des projets de satellites franco-russes dans le milieu des années 60. Alors ça, c'est intéressant dans les archives des ambassades, c'est hyper intéressant. On trouve des choses comme ça. Ça, c'était vraiment intéressant. Voilà. Hop là, attendez, hop. Alors, il y aura après une série qui va s'appeler les Intelsat 3. Maintenant, on doit être arrivé à Intelsat, je ne sais plus combien, une vingtaine, ou je ne sais pas combien, là. Et donc, comme je vous disais, on fabriquait, vous voyez, on appelait ça le F1, le F2, le F3, F4, 5, 6, 7. Comme ça, s'il y avait des échecs, hop, on envoyait un autre. Parce qu'aujourd'hui, vous en faites qu'un seul, il y a un échec terminé, quoi. Donc, vous voyez, il y a celui-là, premier échec. Le deuxième, il tombe en panne 6 mois plus tard. Ici, il y a un échec. Ici, il y a un échec. Ici, des problèmes. Donc, comment on pourrait dire ça, la fiabilité des équipements électroniques, à l'époque, était moins qu'aujourd'hui. Et la durée de vie de ces satellites, c'était 5 ans. Alors qu'aujourd'hui, vous faites un satellite pour 25 ans. Plus du tout la même problématique. Sur 5 ans, si vous êtes trompé, c'est pas trop grave, puisque dans 5 ans, vous allez envoyer un autre satellite. Mais aujourd'hui, si vous travaillez dans les trucs spatiaux, dans les fabricants de satellites, vous allez être obligé d'imaginer l'utilisation du satellite dans 25 ans. Et c'est pas si évident que ça. Moi, quand je vois sur ma carrière, je vous ai montré les liaisons par liaison décamétrique, début de ma carrière, c'était ça. Hein. Et donc, quand j'ai travaillé à Bercenay, j'étais au début des années 80. Et quand je rentre les années 80 et aujourd'hui, donc vous voyez, il faut pouvoir anticiper très longtemps à l'avance. Hein, d'accord ? Ce qui est le nec plus ultra dans la matière, c'est la sonde voyageur. Hein. Ça, c'est quand même quelque chose. Vous cherchez sur Internet, j'avais écrit un article là-dessus. C'est la liaison radio la plus lointaine qui existe aujourd'hui. Et c'est un truc qui a été lancé dans le milieu des années 70. C'est incroyable que ça fonctionne encore aujourd'hui, qu'ils ont été capables de reprogrammer le logiciel à l'intérieur. C'est quand même incroyable. Donc voilà, là maintenant on est dans une catégorie où on va pouvoir faire de l'accès multiple. C'est-à-dire qu'on ne sera plus obligé de faire la rotation des stations terriennes, c'est-à-dire que chacune pourra émettre vers le satellite. Et pourquoi on a pu faire ça ? Je ne sais pas si vous avez fait quand vous transmettez vers un émetteur, vous faites des intermodulations. Si vous mettez 2 fréquences, il y a 2 F1 plus F2, 2 F1 moins F2 et tout ça. Et donc les tubes à ondes progressives, il y a eu les lampes, il y a eu des transistors, puis là en satellite on utilise des tubes à ondes progressives. Et donc on a été capable de faire des tubes qui aient une puissance beaucoup plus grande, c'est-à-dire qu'on pouvait les faire travailler en dessous du point de saturation. C'est-à-dire que si vous faites en fonction de la puissance d'entrée, ça donne une courbe comme ça, ça monte, ça monte, ça monte, et puis tout d'un coup ça fait une saturation. Et comme à l'époque on ne savait faire au début, on travaillait qu'au niveau de la saturation, donc si vous mettiez 2 fréquences, ça faisait tout de suite un bordel pas possible. Et donc on a pu descendre le point d'utilisation du tube à des valeurs beaucoup plus basses, et donc ce qui a permis de faire du multi-accès, si vous voulez. Et donc les interférences qu'il y avait, soit qu'elles étaient en dehors du répéteur, ou ainsi de suite, comme ça. Et donc on appelait ça la répartition, accès multiple à répartition en fréquence. C'est-à-dire que dans le répéteur, on disait Plumeur Vaudou c'est telle fréquence, les Américains c'est tant, les Anglais c'est tant, et ainsi de suite. On répartissait en fonction de la fréquence dans le répéteur. Et il y a une autre technique qui existe, que j'ai connue quand j'étais à Bercenay, c'est ce qu'on appelle l'accès multiple, la répartition dans le temps. Il y a eu ça aussi à Plumeur, tu as connu ça. C'est à ce moment-là, il y a un qui émet pendant un court instant, hop, il s'arrête, un autre émet, et ainsi de suite. C'est-à-dire on va trancher le temps, et on va dire les 200 premières millisecondes, c'est Plumeur Vaudou, deuxième 200 millisecondes, ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle l'AMRT, accès multiple, la répartition dans le temps. D'accord ?
Et donc là, on est capable de faire de l'accès multiple. Alors, du coup, c'est intéressant parce qu'au lieu d'avoir une seule station qui émet, parce que le problème qu'il y avait, c'est que la station, par exemple, le trafic qui était pour la France, si c'était la station anglaise qui était de service, ben, ça arrivait en Angleterre et de l'Angleterre, on envoyait le trafic. Donc vous n'étiez pas libre, vous étiez tributaire encore de quelqu'un. Vous étiez tributaire du satellite, mais vous étiez aussi tributaire de la station qui était de service. Tandis qu'ici, accès multiple, ben, vous étiez tributaire du satellite, mais vous étiez libre de recevoir par le satellite. Et donc l'accès multiple, ça ne sera qu'avec les ça sera qu'en 1968. Oui, 62, c'est déjà loin, hein, l'histoire de Telstar. Oui, ça met du temps. Hein, la technique, ça met du temps. Et donc, en 1967, on n'a pas encore de satellite sur l'Indien. Il y a eu un événement mondial. Alors moi, je ne connaissais pas ça. C'est grâce au Café Science que j'ai retrouvé ce truc-là. Je ne connaissais pas ça. Il y a eu un événement qui s'est appelé Our World. Et donc, c'est des pays qui ont fait des programmes. On le retrouve, hein, si vous allez sur YouTube, vous allez le retrouver. Mais à l'époque, je n'ai pas trouvé ça, ça ne devait pas être diffusé. C'est 14 pays qui ont fait des petits programmes. Il y a les programmes français. Alors, il y a une caméra qui filmait le périphérique à Paris. Il y a eu plein de petits sujets comme ça qui ont été envoyés de 14 pays. C'était envoyé à Londres. Et de Londres, ils envoyaient vers le satellite et c'était diffusé vers 24 pays. Et à l'époque, 1967, ils ont eu entre 400 et 700 millions de téléspectateurs. Mais ce n'était pas encore complètement mondial. D'accord ? Et donc c'est là qu'il y a eu le fameux tube des Beatles, comment ça s'appelle ? Alors s'il y en a des spécialistes des Beatles, c'est là qu'ils ont sorti, alors comment ça s'appelait ? J'ai vu le truc parce on les voit chanter dans l'émission. C'est des chanteurs qu'il y avait quand j'étais petit. J'avais pas 5 ans. Et donc, ils avaient fait un morceau spécifiquement pour cette émission qui était, soi-disant, planétaire. D'accord ? Et donc, vous voyez, c'était un des premiers. Mais on n'était pas encore dans la mondiovision comme on pensait, surtout. Alors ici, donc, les Intelsat 3, alors c'est pareil, ça c'est un truc que j'ai trouvé dans mes archives, là, cet après-midi. Ce schéma, vous ne le trouverez pas sur Internet, hein, je vous le dis tout de suite. C'est des extraits de compte rendu des choses. Donc là, il y a l'océan Atlantique, l'océan Indien et l'océan Pacifique. Et donc là, c'est en décembre 1968, ce satellite a été mis donc sur l'océan Indien. Manque de bol, il va tomber en panne. Il y en a un qui tombe en panne ici. Et donc, du coup, ils vont être obligés de réactiver le satellite Early Bird qu'ils avaient éteint. En fait, ils avaient dit, bon, on n'a plus besoin parce qu'on a envoyé des Intelsat 3. Ils vont le réactiver. Et pourquoi ils vont le réactiver ? Parce que c'est l'époque où il y a eu l'histoire de la transmission de l'homme sur la Lune. On en pense ce qu'on en veut, mais bon, c'est ce qu'il y a eu. Et donc, c'était... alors, on pourrait dire c'est la mondiovision, la couverture mondiale. Vous voyez, un satellite au-dessus de chaque océan. Et donc, le village global qu'avait dit... Arthur Clarke, eh ben, il sera seulement au mois de juillet 1969. Donc vous voyez, entre l'idée par un gars qui dit sur le papier, ben, tiens, on serait pas mal si on faisait ça, et la réalisation pratique, donc vous avez vu de 1945 à 1969. D'accord ? Donc c'est pour ça quand on parlait de mondiovision à Plumard-Baudou, c'était une vision de l'esprit, mais c'était pas encore tout à fait ça. D'accord ? Et la notion de village global, vous verrez, c'est une notion qui a été faite par un gars en 1967 qui doit s'appeler McLuhan, un nom comme ça. Et donc c'est comme ça. Et donc là, vous passez par une station terrienne, c'est reçu par votre organisme de télévision qui vous le retransmet par les émetteurs de télévision classiques. On n'est pas encore tout à fait au village où vous recevez directement chez vous, ce qui est le cas aujourd'hui. Vous pointez votre antenne, hein, la petite parabole dans votre jardin, vous avez 5 ou 600 chaînes de télé et vous avez tous les trucs en direct. Pour la petite histoire, on imaginait ça. Moi j'étais au début des années 80 dans un centre comme Plumard-Baudou, hein, comme tu as été toi. On n'imaginait pas qu'on aurait autant de chaînes avec un couvercle de cocotte minute. On n'imaginait pas. Vous voyez, c'est pour ça qu'il ne faut pas se dire bah non, ça ne va pas arriver. On n'imaginait pas. C'est pas possible.
Moi-même, je suis étonné tous les jours de ce genre de choses, de recevoir avec ma petite antenne des émissions en toutes les langues, de partout. Il n'y a que vraiment quand il pleut beaucoup que ça passe pas. Hein. Vous avez vu, quand il pleut, ben, le signal satellite, il coupe. Sauf si vous avez des grandes antennes. On a commencé à regarder ça au début des années 80. On avait une station météo à Bercenay et on mesurait la densité de la pluie qui tombait devant l'antenne. Pour les ondes 11-14 gigas. Alors les Intelsat, c'est du 6 gigas à la montée et du 4 gigas à la descente. D'accord ? Et donc, aujourd'hui, vous recevez du 11 gigas à la réception pour des trucs dans votre jardin, ou sur votre tour. Et on n'imaginait pas ça. Pareil, le centre, je vous ai dit, quand j'ai commencé ma carrière sans radio, il y avait, dans le même centre que nous, il y avait les premiers radiotéléphones de voiture. Je vous parle de 1975. 4000 abonnés. 4000 abonnés. Aujourd'hui, il y a au moins 70 millions d'abonnés. Personne, parce que les gens me disent, ouais, moi j'ai prévu, voilà. Vous savez, on trouve toujours des trucs dans les trucs, ah, il avait prévu. Il y a très peu de gens qui prévoient ce genre de choses. Très très peu. On n'aurait jamais pensé ça. Ça coûtait trop cher, c'était... Voilà. Alors, je vous ai dit donc, l'expérience de Plumeur-Baudou va être intéressante pour les Français. D'une part, du point de vue des stations terriennes, c'est comme ça qu'on appelle les stations sol, la station terrienne, et bien ils vont acquérir de l'expérience par le fait d'être avec des Américains, d'avoir été avec les Américains, d'avoir étudié du matériel américain, et donc ils vont lancer des études en France, et ils vont pouvoir faire cette antenne hein, qui est ici, qui s'appelle PB2, donc là c'est PB1, c'est le fameux radome, et PB2 qui a été démontée, elle était démontée quand tu étais... T'as connu... PB2, oui. Ouais, t'as connu le PB2. Hein. Et donc, elle a été, vous voyez, le début des travaux, du projet en mai 64. Donc, on ne sait pas si c'est encore du défilement ou du géostationnaire. Donc, il faudra intégrer les deux techniques, notamment ici au niveau de la poursuite. C'est-à-dire que l'antenne, il faudra qu'elle aille, si c'est un défilement, d'être capable d'aller très vite. Et des antennes de plusieurs centaines de tonnes que vous devez faire en l'espace de pas longtemps, de moins de 4 minutes, ça, c'est pas évident. Et en même temps, il doit être capable d'être géostationnaire. Et à cette époque-là, si vous voyez, alors la dernière, elle n'est pas... Si, il y a PB3, non, PB3 n'est pas ça. Il y a certaines, il y a un périscope. Donc il faut que les récepteurs soient au plus près possible de la réception de l'onde. Parce que si vous mettez des câbles pour descendre vers le récepteur, ben, ça va faire un atténuateur. Et donc votre facteur de bruit, je ne sais pas si vous avez fait ça en transmission, hein, le facteur de bruit ou la température de bruit du récepteur, eh ben, elle va être très élevée, donc vous pourrez recevoir que des signaux qui seront très forts et pas les petits signaux. Donc elle va être, ça c'est un entre-deux technique, donc le début du projet 1964, le début des travaux 1967, et elle ne sera opérationnelle qu'en septembre 1969. Alors, en plus, tu te rappelles, on l'appelait PB-2 à l'époque parce qu'ils ont trouvé qu'elle avait 2 dB de moins. 2 dB, ça fait beaucoup hein, sur une antenne de satellite. Juste pour la petite histoire, les grandes antennes qu'on utilisait à Bercenay, des 32 mètres 50, ça faisait quand même des trucs du style 63 dB de gain quand même. 63, c'est 10 puissance. Quand vous voyez les antennes, et si vous voulez, rajouter 3 dB, donc c'est 2 fois plus de puissance, ben, il faut doubler le diamètre. Hein, c'est les grandes antennes qui suivent les sondes voyageurs et compagnie. Donc si vous voulez gagner un peu, il faut des fois doubler l'antenne. Et il fallait, alors là elle est en position, vous n'avez pas connu ça vous, mais quand il y avait de la tempête, eh ben, il n'y avait plus de liaison par satellite parce qu'il fallait mettre l'antenne comme ça, en survie. Alors nous à Bercenay on n'avait pas ce problème-là. Nous par contre c'était la neige. Et donc on chauffait les antennes. Ce serait incroyable aujourd'hui, mais on chauffait les antennes pour enlever la neige, parce que la neige ça affaiblissait. Oui. Donc et à ce moment-là, ben, c'est pour ça qu'il fallait, les opérateurs de télécom, ils disaient, il y a certains qui disaient, mais il ne faut pas enlever les câbles, parce que quand il y aura des événements comme ça, ben, il faut pouvoir garder des circuits par câble. Oui, il y avait la diversité des moyens de communication. Il ne faut jamais baser ces moyens de communication sur une seule chose, il faut toujours deux. D'accord ? Et donc, on a dit expérience française qui va arriver 69, donc le réseau global. Expérience française par le phénomène qu'ils ont acheté du matériel américain, ils vont pouvoir
faire une antenne, mais aussi ils vont avoir une expérience dans les satellites. Hein, on a parlé du système phasé, Safran, Saros 2, et ça va déboucher beaucoup plus tard, parce que bon, ça ne se fait pas comme ça, entre le moment, comme je vous ai dit, on va faire, ben oui, il n'y a qu'un faucon, mais il faut le faire. Il sera lancé qu'en 1974, le premier, et donc moi, quand j'ai fini ma thèse, c'était jusqu'au lancement de Symphonie, pour expliquer toute cette chose-là. Et alors, là, il y a un truc important qui va se passer. C'est que l'Europe avait collaboré pour faire des satellites de télécom, hein, parce que eux, ils voulaient faire leur réseau régional. C'est pour ça que les Américains, ils ne voulaient pas trop ce genre de choses, parce que ça aurait pu être concurrent au grand réseau global qu'ils voulaient faire, l'Intelsat. En fait. Et donc, les Français embarquent les Allemands dans cette affaire, et ils font le satellite. Mais sauf qu'en Europe, qui collaborait au niveau des fusées, ils avaient fait une fusée, alors vous entendrez parler d'Europa. Alors Europa, moi je m'en souviens bien, parce que quand j'étais en 5e, 6e, et j'ai rencontré à Noël mon petit-fils, on nous demandait de faire en dessin. On avait 2 heures de dessin, je sais pas quoi, dessiner une fusée, dessiner des trucs. La fusée Europa, sauf que la fusée Europa, ça n'a pas marché. Et donc, parce qu'il y avait un pays qui faisait le premier étage, un pays qui faisait le deuxième étage, et un autre pays qui faisait le troisième étage. Ça n'a pas marché. Et donc, ils pensaient lancer la fusée. Alors après, ça s'est appelé Eldo et compagnie. Hein. Au début, c'était Europa, après c'est Eldo. Sauf qu'il n'y avait pas de fusée pour lancer le satellite français. Qui, lui, pensait faire du commercial. Il avait prévu de faire des liaisons avec les Africains, le Canada, les Dom-Tom et tout ça. Les Américains. Ben là, vous étiez obligé de demander aux Américains de lancer votre satellite. Les Américains, ils ont dit, ben oui, c'est bien, on va vous lancer le satellite, il n'y a pas de souci, et vous ne ferez aucune opération commerciale avec. Et donc, tout le projet qui était derrière ça, de faire un satellite qui aurait rapporté de l'argent avec tout ça, eh ben, c'est un satellite qui ne pouvait pas faire d'opération commerciale. Donc, vous voyez comme quoi les lanceurs, c'est quelque chose qui est important. C'est hyper important, vous aurez beau faire des satellites, celui qui domine autrement, ici, c'est des Américains, ils ont dit, bah, écoutez, c'est bien, on va vous le lancer, il n'y a pas de souci, vous payez, on vous le lance, mais vous ne pourrez pas utiliser le satellite comme vous avez prévu. Alors après, bien sûr, ils vont réussir à faire la fameuse fusée L3, donc la fusée Ariane. Entre parenthèses, une partie du 3e étage, du moteur du 3e étage, ça a été fait avec il y a eu des Allemands, là, pendant pas mal d'années à Vernon. Et donc, il faut savoir qu'une partie du moteur du 3e étage, ça a été fait avec des gens qui étaient à Pinewood. D'accord? Pas tous, hein. Mais, donc, il faut voir ça. Oui, toute cette expérience. Les Américains, ils ont récupéré von Braun. Hein. C'était l'histoire de von Braun. Parce que, une chose aussi que je vous dis là-dessus, c'est que avant de faire des études là-dessus, j'ai fait des études sur la Deuxième Guerre mondiale. Et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont eu l'idée, c'est d'envoyer des scientifiques pour récupérer les scientifiques allemands. Ils se sont dit, parce que si on laisse les militaires et tout ce qu'on veut, là, ils vont tous les zigouiller, et on va tout perdre. Tandis que là, ils ont envoyé des missions pour récupérer ces gars-là et les rapatrier. Et d'ailleurs, le père de Michel Rocard, quand on parlait de Nancy là, tout à l'heure, ils ont récupéré les radars allemands, et ben il a fait partie d'une mission comme ça pour récupérer les savants. En se disant, ben, ces gars-là, ils connaissent des physiciens, des machins comme ça, ils connaissent ça, on les récupère, ils vont travailler pour nous. Bon, les autres, ils s'en foutaient, hein, ils travaillaient pour quelqu'un, et du moment qu'ils n'étaient pas tués, ils s'en foutaient. Mais vous voyez, il y a eu des missions comme ça pour récupérer les scientifiques. Donc c'est pour ça que les Russes et les Américains, ils ont récupéré ces gars-là. Et la première fusée russe avec Sputnik, parce que Sputnik, c'était le 4e essai, quand même, il faut savoir, hein, ça n'a pas été le premier. Et donc les mecs qui ont fait ces fusées aussi, c'est des gens qui ont été formés plus ou moins par les savants allemands, depuis le début. Donc il faut voir, vous voyez, ça va des fois chercher très loin l'expérience des gens. C'est pour ça aussi qu'en espace, j'en profite, parce que ça me vient tout de suite à l'esprit, il y a eu des moments où beaucoup de gens qui ont travaillé sur des choses comme ça, on leur a dit, bon allez hop, maintenant on dégraisse, on vire tous ces gens-là. Et puis après, parce qu'il n'y avait plus de, je sais pas quoi, il n'y a plus de marché, il n'y a plus de ce que vous voulez. Et puis tout d'un coup, après, il y a quelque chose qui arrive et qui dit, ben, il faudrait qu'on ait des compétences. Ouais, mais pendant ce temps-là, les mecs, ils sont partis ailleurs. Donc attention à ça. Des fois, on va faire tourner les gens pour travailler sur des choses parce qu'il faut garder des compétences. Ça, c'est important du point de vue technique.
Parce que une fois que le gars il est parti ailleurs, il dit ben moi je vais aller faire marin pêcheur, puis l'autre il va faire je sais pas quoi, ben, il va dire ton truc tu m'as mis à la porte avant, maintenant c'est plus la peine de venir chercher. Hein, donc il y a plein de domaines, c'est comme ça. Donc faites attention à ça, l'histoire de la compétence que vous pouvez avoir et de la garder pour plus tard, parce qu'il y a des choses qui reviennent régulièrement. D'accord ? Bon, alors j'ai mis ça, et puis bon, bien sûr, ça c'est le caractéristique d'aujourd'hui. Et là, on peut dire que c'est vraiment le village global, là, c'est vraiment le lotissement global. Là. Donc chacun sa parabole. Vous voyez, 69, c'est-à-dire qu'il y a une parabole pour un pays, ou deux paraboles dans le pays, tandis qu'ici, chacun a sa parabole. Donc on est à la même chose de 69, mais au niveau individuel. Et là, il a fallu attendre du temps pour arriver à ça. Donc vous voyez, on pourrait dire, le village global où ça arrive chez Monsieur Tout-le-Monde par satellite, eh ben, c'est plus 69, là on est plutôt dans les années 80, on est même plutôt dans les années plus de 2000. Quoi. Alors ça a changé de nom, hein, ça. Tous ces grandes boîtes, là, c'est des gens qui sont issus de toutes les expériences qu'il y a eu, parce que, par exemple, il y avait la CGE, je vous ai parlé, il y avait eu Thomson, il y avait eu tout un tas de gens comme ça, on ne s'entendait plus parler si on parle un peu de Thomson de temps en temps, mais tout ça, c'est les expériences de ces boîtes qui étaient à l'époque, qui ont appris toutes ces choses-là. Et donc Clark qui nous disait, donc, en 61 aussi, il avait dit en 45, mais en 61, il avait dit le réseau de communication dont les satellites seront les plaques tournantes permettra à la pensée de nos petits-enfants d'aller et venir à la vitesse de l'éclair au travers de notre planète. Ils seront en mesure d'atteindre n'importe quel point et de rencontrer n'importe qui à n'importe quel moment sans sortir de leur maison. 61. Tous les musées, toutes les bibliothèques du monde seront des prolongements de leur salle de séjour. C'est quand vous cherchez un document, aujourd'hui c'est ça. Alors il y a une partie par câble, il y a une partie qui arrive par la télé, il y a tout un tas de choses. L'Internet par satellite, il y a des zones où ils ne reçoivent pas, il n'y a pas de câble. Le câble c'est bien, ça arrive à un endroit, mais des câbles sous-marins, vous n'avez pas des câbles sous-marins qui arrivent partout. Hein. Pour la petite histoire, le câble Apollo, il arrive à Béguéguer. C'est assez marrant quand même, ça arrive à l'endroit où il y a eu la station de télécommunication par satellite. Et on doit avoir fini. Voilà, alors ça c'est une image que vous ne verrez plus, puisque les antennes ont été démontées. Hein, de toutes les antennes que vous voyez là, à part peut-être une, c'est celle qui est ici, toutes les autres ont été démontées, la petite qui est devant, elle est bonne encore. Et moi quand je suis allé en Suède, là c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est avec des petites comme ça, là, la toute petite qui est là. Donc voilà, et il y a un questionnaire. Hop, voilà. Je vous remercie, si vous avez des questions, bien sûr, je suis à votre disposition.